Si tu arrives à la faire démarrer, elle est à toi. La voix de Javier Morales résonna dans la cour du concessionnaire de voitures de luxe, son rire rebondissant sur les murs brillants alors qu'il pointait du doigt une Ferrari rouge abîmée, abandonnée dans un coin du parking, plus proche d'un trophée rouillé que d'une voiture. Roberto Alvarez, un homme de 72 ans, était simplement venu chercher sa petite fille qui travaillait là comme réceptionniste. Mais le destin en avait décidé autrement. Son vieux pick-up Ford tomba en panne juste devant l'entrée de Morales Luxury Motors. Pour Morales, un milliardaire ayant fait fortune dans l'immobilier, c'était l'occasion rêvée de transformer cet imprévu en plaisanterie publique. « Hé tout le monde, venez voir ça !» cria-t-il en agitant la main pour attirer employés et clients qui commencèrent à se rassembler. « On dirait qu'on a un vrai expert en voitures ici, non ?» dit-il avec un sourire moqueur, observant Roberto tenter de redémarrer son vieux camion de 1998. Mais la Ferrari qu'il tournait en dérision n'était pas une voiture ordinaire, c'était un modèle 2019, complètement détruit dans un accident. Le moteur avait explosé, le châssis était tordu et le système électrique entièrement grillé. Elle n'était plus qu'un tas de ferraille. Morales la gardait là comme un trophée d'une victoire judiciaire. Il avait poursuivi un jeune pilote fortuné, responsable de l'avoir détruite lors d'une course illégale, et avait gagné. 5 mécaniciens m'ont déjà dit qu'elle était irréparable, continua Morales, désormais en train de filmer la scène avec son téléphone, sans doute pour la poster sur ses réseaux. Mais je suis sûr qu'un gars avec ton genre d'expérience saura quoi faire, hein? Roberto descendit lentement de son pick-up, l'air calme. Son regard détailla la Ferrari brisée en silence. Les rires s'amplifièrent autour de lui lorsqu'on remarqua ses mains usées et ses vêtements de travail défraîchis. Mais ce que personne ne vit, c'était l'éclair de reconnaissance dans ses yeux. Il avait repéré quelque chose que les autres avaient manqué. « Monsieur, » dit Roberto doucement, « ça vous dérange si je m'approche pour voir de plus près ?»« Vas-y !» répondit Morales en ricanant, peinant à retenir ses larmes de rire. « Monte dedans si tu veux. Fais juste attention à ne pas te couper sur les morceaux. » Roberto s'avança vers la voiture, ignorant les moqueries. À mesure qu'il approchait, sa posture changea légèrement. Il posa la main avec douceur sur le capot cabossé et un léger sourire apparut sur son visage. Ce que la foule ignorait, ce que Morales n'aurait jamais pu deviner, c'est que ses mains usées avaient autrefois construit des machines bien plus complexes que tout ce qu'ils avaient pu voir. Et si cette histoire vous plaît, abonnez-vous, car ce qui arriva ensuite transforma une humiliation publique en un moment inoubliable. Ce qui avait commencé comme une blague rapide aux dépens de Roberto devint une scène cruelle qui dura plus d'1 heure. Clients curieux et passants s'arrêtèrent pour regarder, beaucoup sortant leur téléphone pour filmer. Des vidéos commencèrent à apparaître sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme « Jules vieux mécano » et « Jim Ferrari impossible ». « Allez, venez voir ça !» lança à nouveau Morales, porté par l'attention grandissante. « Ça fait 30 minutes et il y croit encore. Faut respecter une telle détermination. » Les rires éclataient dans tout le parking, pendant que Roberto poursuivait son inspection minutieuse de la Ferrari endommagée. Il était concentré, examinant chaque détail, avec une patience qui troublait certains spectateurs. Sa petite fille, Elena, était sortie déjeuner et n'était pas encore revenue. Personne ne savait qu'elle travaillait à l'accueil, ce qui rendait la scène encore plus divertissante aux yeux de Morales. Pour lui, c'était l'idéal. Se moquer d'un vieil homme apparemment inconnu. Aucun risque, aucune réputation en jeu. « Vous savez ce que je trouve vraiment inspirant ?» dit Morales en direct à plus de 200 000 abonnés sur Instagram. « La confiance. » Il zooma sur le visage de Roberto. « Regardez-le, tellement sérieux, tellement déterminé. Il croit vraiment qu'il a ça sous contrôle. Ça en donnerait presque les larmes aux yeux, non ?» Pendant ce temps, Roberto avait démonté le panneau de commande de la voiture. Il ne réagissait pas aux commentaires, ne bronchait pas. Ses mains bougeaient avec une précision régulière qui commençait à intriguer les spectateurs les plus attentifs.
Ce n'étaient pas des essais au hasard. Ses gestes étaient réfléchis, maîtrisés, exacts. « Hé, le vieux !» cria l'un des vendeurs, Carlos, encouragé par les rires. « Mon père a un atelier de réparation de vélos. Je peux te trouver un job là-bas si ça ne marche pas pour toi ici. » La blague déclencha des éclats de rire, mais Roberto ne lui adressa même pas un regard. À son âge, Roberto savait que la vraie dignité ne réside pas dans les réparties. Elle réside dans les actes qu'on choisit, même quand tout le monde se moque de vous. Et à cet instant, ses gestes calmes et précis racontaient une histoire que personne ne s'attendait à voir. Ce que cette foule privilégiée ne pouvait imaginer, c'est que Roberto Alvarez avait passé 45 ans à maîtriser un domaine bien plus complexe que la réparation de voitures de luxe. Pendant que Morales héritait d'argent et signait des contrats immobiliers, Roberto consacrait sa vie à un artisanat qui transformait des matériaux bruts en créations remarquables. Son travail exigeait rigueur, patience et compréhension profonde, des qualités que peu de gens dans cette foule pouvaient vraiment apprécier. « 45 minutes !» annonça Morales, jetant un œil à sa Rolex, bien en évidence. La plupart abandonnent après 10. Lui, il continue. Faut saluer la persévérance. C'est à ce moment-là que Roberto rompit enfin le silence, toujours concentré sur le moteur devant lui. « Monsieur Morales, dit-il calmement, puis-je vous poser une question ?» Morales s'arrêta, pris de court. La façon dont Roberto prononça son nom le fit légèrement tressaillir. Comment cet homme savait-il qui il était? « Avez-vous déjà créé quelque chose avec vos propres mains ?» demanda Roberto, croisant maintenant son regard. « Quelque chose qui vivait seulement dans votre imagination et que vous avez dû faire exister pièce par pièce. » La question eut plus d'impact que prévu. Morales hésita. « J'ai construit un empire immobilier, dit-il, tentant de reprendre le contrôle. »« Non, » répondit Roberto doucement, mais avec fermeté. « Ce n'est pas créé, c'est acheté. » Un silence lourd s'abattit sur le groupe. L'atmosphère changea. Pour la première fois, les rires cessèrent. Il y avait dans la voix de Roberto une force tranquille, une autorité posée qui ne correspondait pas à l'image que les gens s'étaient faite de lui. Chaque tentative de l'humilier ne faisait que souligner la différence entre les deux hommes. L'un vivait dans un monde fait d'apparence et d'héritage, l'autre dans un monde bâti par la discipline, la compétence et le travail manuel. Roberto n'avait pas besoin de se défendre avec des mots. Chacun de ses gestes parlait plus fort que toutes les moqueries. Près de 2 heures s'étaient écoulées lorsque Roberto, toujours concentré sur le moteur, demanda un outil. Un tournevis cruciforme, taille numéro 2, avec une poignée isolée, dit-il simplement sans même lever la tête. La précision de sa demande fit hésiter Carlos, le vendeur prétentieux. Je ne suis pas sûr qu'on ait ça. 3e tiroir de l'établi rouge, répondit Roberto sans la moindre hésitation. 2e étagère, à côté des clés dynamométriques. Un silence pesant tomba sur la foule. Comment cet homme pouvait-il savoir exactement où étaient rangés les outils dans un atelier où il n'avait jamais mis les pieds? Morales laissa échapper un rire forcé, essayant de garder la face. « Impressionnant, dit-il. Vous avez dû travailler dans pas mal de garages pour connaître des agencements standards comme ça. » Mais quelque chose avait changé dans sa voix. L'assurance débordante qu'il affichait auparavant commençait à se fissurer. C'est alors qu'Elena revint de sa pause déjeuner et vit une foule rassemblée dans la cour. En apercevant son grand-père au centre de l'agitation, son cœur se serra. Elle travaillait là depuis 2 ans. Assez longtemps pour savoir que lorsque Morales s'en prenait à quelqu'un, cela finissait rarement bien. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle en se frayant un chemin parmi les spectateurs. « Ah, une employée !» s'exclama Morales sans comprendre qui elle était. « Venez voir. Votre ami essaie de réparer une Ferrari que 5 professionnels ont déjà déclarée irréparable. » Le souffle d'Elena se coupa. Elle savait exactement qui était Roberto, et elle savait aussi que s'interposer pouvait lui coûter son emploi. Alors elle resta silencieuse, observant,
faisant confiance à l'homme qui lui avait toujours appris à mener avec patience et force tranquille. Pendant ce temps, Roberto avait atteint le système électrique principal de la voiture. Ses mains bougeaient avec assurance. Chaque geste était précis et maîtrisé. Il ne faisait pas des essais. Il posait un diagnostic avec la clarté que seul procure un savoir profond. « Vous savez quel est le vrai problème ?» demanda soudainement Roberto, se tournant vers Morales. « Ce moteur n'a pas été endommagé par un accident. Il a été saboté. » Le mot frappa la foule comme une onde de choc. Des murmures se propagèrent parmi les spectateurs. « Saboté ?» répéta Morales, riant nerveusement. Mais son rire n'avait plus rien de naturel. « Allez, l'accident a été enquêté. La police a tout vérifié. »« Je n'en doute pas, » répondit Roberto en retirant délicatement un fil brûlé. « Mais personne n'a vérifié les signes importants. Regardez ici, ce fil n'a pas brûlé à cause de la chaleur. Il a été tranché puis brûlé pour masquer la coupure. Et ici, il montra une pièce de métal tordue. Ces marques de torsion n'apparaissent que lorsqu'un frein à main est forcé manuellement. » Les gens se penchèrent. Même sans expertise, les dégâts devenaient évidents une fois montrés. Ce n'était pas un simple accident, c'était une mise en scène. Quelqu'un avait volontairement détruit cette voiture avec précision. « C'est absurde !» s'exclama Morales, la voix plus forte, mais légèrement tremblante. « Vous n'avez aucune preuve. » Roberto sourit, non par triomphe, mais avec la satisfaction tranquille de celui qui a résolu une énigme difficile. « En réalité, si, » répondit-il. « Chaque moteur s'use d'une façon unique. Après assez d'années, on apprend à les lire comme un livre, les schémas, les signes. Ils ne mentent jamais. » Le cœur d'Elena battait à toute vitesse. Elle connaissait bien l'histoire de son grand-père. Pendant 45 ans, il avait été ingénieur en chef pour la division compétition de Ferrari en Italie. Et pas seulement ça, c'était lui qui avait conçu le moteur exact qu'il avait maintenant devant lui. Roberto leva les yeux et croisa le regard de Morales. « Monsieur, » dit-il clairement, « puis-je vous poser une question à propos de la déclaration d'assurance que vous avez faite pour cette voiture ?» Tout le sang quitta le visage de Morales. Comment ce vieil homme pouvait-il savoir pour l'assurance ? Ce que personne dans la foule ne comprenait encore, c'est que Roberto ne bricolait pas simplement une voiture de luxe accidentée. Il révélait, étape par étape, une fraude soigneusement dissimulée, avec la même précision qu'il utilisait autrefois pour créer les meilleurs moteurs du monde. Chaque découverte le rapprochait d'une vérité bien plus grave qu'une simple blague ou une humiliation publique. Alors qu'il retirait la dernière pièce endommagée de la Ferrari, Roberto comprit que cela ne concernait plus seulement la moquerie ou l'âge. C'était une question de vérité. Quand on passe sa vie à créer des machines qui fonctionnent à la perfection, on apprend qu'aucune panne n'est sans cause, qu'aucun échec n'arrive sans laisser de traces et que chaque mensonge laisse une cicatrice qu'un homme comme lui peut toujours déceler. « 45 ans, murmura Roberto, ses mains continuant à bouger avec la précision d'un chirurgien. C'est le temps que j'ai passé à construire des moteurs comme celui-ci à Maranello, à Ate. » Au moment où il prononça Maranello, tout s'arrêta. Même les téléphones cessèrent d'enregistrer un instant. Maranello, le lieu mythique où se trouve l'usine principale de Ferrari. Seuls les ingénieurs les plus brillants au monde y étaient invités à travailler. « C'est pas possible !» souffla Carlos, presque inaudible. L'arrogance dans sa voix avait disparu. Roberto ne dit plus rien. Il plongea la main dans le moteur et en retira soigneusement une plaque métallique bien précise. Numéro de série F 2019 WJ 447, annonça-t-il en tenant la plaque. Ces initiales ne sont pas un hasard. WJ Roberto Alvarez. J'ai personnellement conçu ce moteur en mars 2019. Le visage de Morales devint livide. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Juste un souffle cassé. Roberto le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Morales, dit-il, le ton calme mais ferme, voudriez-vous m'expliquer comment un moteur que j'ai conçu pour être quasiment infaillible a pu subir des dommages précisément sur les 3 composants qui déclenchent le remboursement d'assurance le plus élevé possible ?»
Elena s'avança lentement, le cœur battant. Elle comprit alors pourquoi son grand-père s'était laissé ridiculiser sans dire un mot. Il n'était pas venu réparer la voiture. Il était venu découvrir la vérité. Il enquêtait depuis le début. Cette pièce-là, poursuivit Roberto en levant un élément clé du moteur, a été volontairement endommagée avec une méthode très spécifique. Le système d'injection a été forcé à fonctionner 40% au-dessus de sa limite thermique prévue pendant exactement 4 minutes et 17 secondes. Ce laps de temps est suffisant pour causer des dégâts irréversibles, mais trop court pour éveiller les soupçons, sauf si l'on comprend le processus de fabrication. La foule était complètement silencieuse, ce n'était plus un spectacle. Maintenant, les téléphones enregistraient à nouveau, non pour se moquer, mais pour documenter ce qui devenait une révélation majeure. « Vous ne pouvez rien prouver !» cria Morales, retrouvant enfin sa voix. Roberto se tourna vers lui et répondit calmement, sans hésiter, « Vous avez raison. Si ce n'était que ma parole, ce ne serait pas suffisant. » Il sortit son téléphone. « Heureusement, ce n'est pas que ma parole. » Il leva son téléphone pour qu'un spectateur puisse zoomer. « Je viens d'envoyer un message détaillé à Lorenzo Gutiérrez, l'actuel directeur de l'ingénierie chez Ferrari à Maranello. J'y ai joint des photos et une analyse technique du sabotage. » À ce moment précis, le téléphone de Roberto se mit à sonner. « Je peux ?» demanda-t-il, puis répondit en mettant le haut-parleur. « Roberto !» s'écria une voix avec un fort accent italien. « Dio mio, je viens de voir ce que tu m'as envoyé. Ce n'est pas possible. C'est le moteur que tu avais construit pour le client américain. Morales, non? Comment a-t-il pu être impliqué dans un accident? » C'est exactement la question que je me pose, Lorenzo, répondit Roberto en fixant Morales du regard. Surtout que j'avais conçu un système de sécurité pour empêcher précisément le type de panne que cet accident aurait causé. Roberto, mon ami, poursuivit Lorenzo, tu es en train d'enregistrer tout ça? Il faut que je l'envoie à notre service juridique. Cette Ferrari a été vendue sur la base de fausses déclarations d'assurance. Morales fit un pas en avant, tendant la main vers le téléphone, mais Roberto s'écarta calmement. « Il y a autre chose, Lorenzo, dit-il. Le propriétaire actuel affirme que 5 mécaniciens certifiés ont déclaré le moteur irréparable. »« Ridicule !» répliqua immédiatement Lorenzo. « Tu as construit ce moteur pour tenir 500 000 kilomètres sans service majeur. Si quelqu'un dit qu'il est foutu, soit il est incompétent, soit il ment. » À cet instant, Elena s'approcha encore et se plaça aux côtés de son grand-père. « Papy, dit-elle clairement, assez fort pour que tout le monde entende. Tu veux que je t'aide? » Un silence pesant enveloppa le groupe. Personne ne parlait. Morales regarda Elena, puis Roberto, réalisant enfin la vérité et l'erreur qu'il avait commise. « C'est votre petite fille ?» balbutia-t-il, trébuchant sur les mots. « Depuis 2 ans maintenant, » répondit fermement Elena, « et pendant tout ce temps, j'ai entendu toutes vos blagues sur des gens comme lui, des gens qui, selon vous, ne comprennent rien aux voitures de luxe. » Roberto termina l'appel après avoir salué Lorenzo, puis se tourna une dernière fois vers Morales. « Pendant 45 ans, j'ai conçu 847 moteurs uniques pour Ferrari. J'ai formé des centaines d'ingénieurs, reçu 23 prix internationaux pour l'innovation dans l'industrie automobile. Et aujourd'hui, à 72 ans, je suis à la retraite et je vis près de ma famille. » Il regarda autour de lui, croisant les regards d'une foule désormais silencieuse, remplie de respect. « Mais j'ai aussi appris autre chose au fil des années, » poursuivit-il. « Même les moteurs les mieux conçus peuvent être ruinés, sabotés, par ceux qui se soucient plus du profit que des principes. » « Vous n'avez aucune preuve que j'ai, » tenta Morales désespéré. « En réalité, » l'interrompit Roberto en levant à nouveau son téléphone, « j'en ai. » Il déverrouilla l'écran. « Pendant que vous vous moquiez d'un vieil homme qui, soi-disant, ne connaît rien aux voitures, j'ai tout enregistré, chaque moment, y compris vos propres paroles,
Surtout quand vous avez mentionné les 2,3 millions de dollars touchés par l'assurance pour une voiture prétendument irréparable. Morales se figea, son visage marqué par l'horreur. « Et puisque l'on parle d'enregistrement, ajouta Roberto, je suis sûr que l'assureur sera très intéressé de savoir que le concepteur du moteur en personne a une preuve documentée que les dégâts étaient volontaires, pas accidentels. » Morales se mit à trembler. Son empire, bâti en partie sur des fausses déclarations, était en train de s'effondrer devant tout le monde. Et pire encore, ces moqueries arrogantes avaient été diffusées en direct sous les yeux de centaines, peut-être même de milliers de personnes. « Monsieur Roberto, » demanda l'un des clients qui filmait, « ça vous dérange si je publie la vidéo? Les gens doivent connaître la vérité. » Roberto hocha la tête avec chaleur. « Bien sûr, » répondit-il, « mais faites-moi une faveur, assurez-vous d'inclure aussi cette partie. » Il s'approcha du moteur de la Ferrari et avec la confiance tranquille de quelqu'un ayant passé des décennies à maîtriser son art, se mit à reconnecter les pièces avec des gestes fluides et précis. En moins de 10 minutes, le même moteur que 5 professionnels avaient déclaré mort rugit à nouveau. Ce son n'était pas seulement mécanique, c'était celui de la justice, fort et limpide. Le grondement profond du moteur résonna dans toute la cour, réduisant au silence le moindre doute. Morales resta figé, regardant non seulement sa fraude révélée, mais aussi son orgueil brisé par l'homme qu'il avait tant méprisé. Elena se pencha vers son grand-père et demanda à voix basse « Comment savais-tu que c'était le moteur que tu avais construit ?» Roberto sourit doucement. « Ma chérie, dit-il, quand tu as fabriqué quelque chose de tes propres mains, tu le reconnais, même en morceaux, tout comme tu sais quand quelqu'un a tenté de le détruire. » Alors que le moteur ronronnait parfaitement, une question silencieuse flottait dans l'air. Que se passerait-il lorsque les enregistrements et les preuves seraient reçus par les compagnies d'assurance, Ferrari et les autorités, déjà en copie des messages? 3 semaines plus tard, Roberto était assis dans un bureau du FBI à Los Angeles, étalé sur la table. Des centaines de pages de documents, relevés techniques, photos, déclarations. Ce qui avait commencé comme une simple visite pour récupérer sa petite fille était devenu le cœur d'une enquête fédérale sur une fraude à grande échelle. « Monsieur Alvarez, » dit l'agent Castillo en levant les yeux d'un dossier, « votre analyse a été déterminante. Nous avons découvert que Morales Corporation a escroqué les assureurs avec la même méthode de sabotage sur au moins 17 voitures de luxe au cours des 5 dernières années. » Roberto acquiesça calmement. À 72 ans, il savait que la patience pouvait accomplir bien plus que la colère. « Quant à Monsieur Morales, » ajouta-t-elle, « il a été arrêté hier matin. » Elle fit une pause, esquissant un léger sourire. « Il est accusé de résistance à l'arrestation, tentative de corruption, obstruction et multiples fraudes. Il ne retrouvera pas la liberté de sitôt. Quand les agents sont arrivés, il a essayé d'offrir 200 000 $ à l'un de nos enquêteurs, pas son geste le plus brillant. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Elena Alvarez venait d'être promue directrice générale de la concession. Après la saisie des biens de l'ancien propriétaire, l'entreprise avait changé de main. L'une des premières décisions des nouveaux propriétaires avait été de nommer une personne de confiance, une personne intègre. « Papy, dit Elena au téléphone, la voix remplie d'émotion, tu ne vas pas y croire. Carlos, le vendeur qui s'est moqué de toi, est venu s'excuser. Il m'a dit que la vidéo de ce jour-là l'empêche de dormir. » Cette même vidéo avait maintenant dépassé les 15 millions de vues en ligne. Mais ce n'était pas seulement la réhabilitation de Roberto qui captivait le public, c'était le message puissant qu'elle portait. Ne jugez jamais quelqu'un à son apparence ou à ses vêtements. Des ingénieurs du monde entier, de Ferrari, Mercedes, BMW et bien d'autres, avaient partagé leurs propres expériences. Être ignorés, sous-estimés ou oubliés après la retraite. Lorenzo Gutiérrez, le directeur de Ferrari, prit même l'avion depuis l'Italie pour venir voir Roberto en personne. Ce qui devait être une visite privée se transforma rapidement en événement public.
Ferrari décida d'honorer l'un de ses plus grands contributeurs devant un public de journalistes, d'ingénieurs et de passionnés. « Roberto, déclara Lorenzo sur scène, Ferrari doit beaucoup à des hommes comme vous. Votre précision, votre passion, vos valeurs, elles ont façonné bien plus que des moteurs. Elles ont façonné notre héritage. » Ferrari annonça également la création de la bourse Roberto Alvarez, un programme de bourse complet destiné aux jeunes issus de milieux défavorisés, démontrant un talent en ingénierie mécanique. La première promotion inclurait 10 étudiants, âgés de 16 à 22 ans, tous sélectionnés sur la base du mérite, et non du statut ou du nom de famille. Mais l'impact le plus profond se produisit peut-être dans le quartier même de Roberto. Après des années passées à réparer discrètement les voitures des voisins dans son petit garage, il était devenu une légende locale. Des jeunes commencèrent à venir à lui, désireux d'apprendre. Roberto trouva une nouvelle vocation, transmettre son savoir. Debout aux côtés d'un groupe d'élèves motivés, penchés sur un vieux moteur, il expliquait « La vraie différence entre un bon mécano et un grand, ce n'est pas les outils sophistiqués. C'est le temps qu'on consacre à comprendre chaque pièce et le respect qu'on porte à son travail. » Un élève en particulier se démarquait, Diego, un jeune de 17 ans dont le père avait abandonné la famille. « Monsieur Alvarez, lui demanda-t-il un jour, comment avez-vous gardé votre calme quand cet homme a essayé de vous humilier devant tout le monde ?» Roberto continua de travailler, ses gestes toujours lents et précis. « Diego, dit-il, j'ai appris une chose au fil des années. Ceux qui rabaissent les autres pour se sentir puissants révèlent déjà tout ce qu'il faut savoir sur eux-mêmes. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un léger sourire, « La vraie force, ce n'est pas de répondre. C'est de construire quelque chose d'assez solide, d'assez vrai, pour qu'aucune insulte ne puisse l'ébranler. » Pendant ce temps, le monde de Javier Morales s'était complètement écroulé. Son empire immobilier s'effondra à mesure que les enquêteurs remontaient l'origine de sa fortune. Découvrant que plusieurs de ses projets étaient financés par des escroqueries à l'assurance. Au-delà d'une possible peine de prison, il perdit sa villa, ses voitures, son yacht, et surtout l'admiration qu'il suscitait autrefois. Des extraits de sa chute circulaient constamment en ligne, désormais accompagnés de légendes sur l'humilité, la dignité et le respect. Des écoles de commerce commencèrent même à utiliser son histoire comme exemple. Comment l'ego et le manque d'éthique peuvent détruire un empire en quelques jours. Carlos, le même vendeur qui s'était autrefois moqué de Roberto, approcha plus tard non seulement Elena, mais aussi Roberto lui-même, pour s'excuser en face à face. La conversation eut lieu dans le garage où Roberto formait désormais ses élèves. Des jeunes de tous horizons travaillaient et apprenaient ensemble côte à côte. « Monsieur Alvarez », commença Carlos, visiblement mal à l'aise. « Ce que j'ai dit à l'époque était mal. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je devais vous dire que j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. » Roberto s'arrêta un instant puis regarda Carlos droit dans les yeux. « Mon garçon, dit-il calmement, nous avons tous déjà mal jugé quelqu'un dans notre vie. La différence, c'est ce qu'on choisit de faire quand on réalise qu'on s'est trompé. Tu es là aujourd'hui, tu présentes tes excuses, tu veux évoluer. C'est déjà bien plus que ce que la plupart des gens font. » Roberto tendit la main, sale de graisse, mais ferme et sincère. « Si tu es vraiment sincère, ajouta-t-il, pourquoi ne pas aider ces jeunes ? Montre-leur ce que c'est qu'un vrai vendeur honnête. Ils en auront besoin quand ils dirigeront leurs propres entreprises un jour. » Carlos accepta la poignée de main. Et dès ce jour-là, son changement fut réel. Il devint un habitué des cours de Roberto, non seulement pour partager ses connaissances, mais aussi pour apprendre l'intégrité et l'humilité. 6 mois plus tard, il fut promu par la nouvelle direction du garage, non pas grâce à des flatteries ou à des contacts, mais parce qu'il l'avait mérité. La Ferrari que Roberto avait ressuscitée devint une pièce d'exposition permanente dans la concession, rebaptisée Alvarez Premium Motors. À côté de la voiture rouge étincelante se trouvait une plaque racontant toute l'histoire de cette journée inoubliable. Elle rappelait à tous ceux qui franchissaient ses portes:
Ne jugez jamais une personne à son apparence. Lors de la grande réouverture, Roberto fut invité à prendre la parole. Dans l'audience se trouvaient des élus, des chefs d'entreprise, des journalistes. Comme toujours, les mots de Roberto furent simples mais puissants. « Pendant 45 ans, déclara-t-il au micro, j'ai construit des moteurs qui ont fait le tour du monde. Mais aujourd'hui, je comprends que le moteur le plus important que je puisse aider à bâtir, c'est la prochaine génération. Des jeunes qui sauront que le vrai succès ne vient pas du fait d'écraser les autres, mais de s'élever soi-même grâce à l'honnêteté et au travail. » La foule se leva, l'applaudissant pendant plus de 5 minutes. Parmi elles se trouvaient des ingénieurs à la retraite, des médecins, des enseignants, des artisans, des gens qui, comme Roberto, avaient un jour été sous-estimés à cause de leur âge ou de leur apparence. Son histoire était devenue bien plus qu'un simple récit local. C'était un symbole, un cri de ralliement pour une génération qui refusait de disparaître dans l'ombre. 6 mois plus tard, la bourse Roberto Alvarez était passée de 10 à 50 étudiants. Ferrari poursuivait son soutien, mais des dons affluaient désormais du monde entier. Le programme s'était élargi. En plus de la mécanique automobile, il couvrait désormais l'aéronautique, l'ingénierie maritime et les énergies renouvelables. Diego, le jeune qui avait demandé à Roberto comment rester calme, avait été admis au California Institute of Technology avec une bourse complète. Dans sa lettre d'acceptation, il écrivit « J'ai appris que la vraie connaissance s'accompagne d'humilité et que le plus grand honneur est d'utiliser ses compétences pour élever les autres. » Puis un jour, Roberto reçut une enveloppe inattendue. C'était une lettre de Javier Morales, écrite depuis la prison. Le ton était respectueux et empreint de remords. Dans cette lettre, Morales reconnaissait que les événements de ce jour-là avaient révélé non seulement ses crimes financiers, mais aussi les failles profondes de son caractère. Il avouait avoir enfin compris que la vraie richesse ne se mesure pas en biens, mais dans le respect que l'on gagne en vivant avec honnêteté. Roberto répondit avec la même grâce qui avait toujours guidé sa vie. Il n'offrit pas un pardon facile, mais il reconnut le courage qu'il fallait pour assumer des fautes aussi profondes. « La première étape pour reconstruire, écrivit-il, c'est d'assumer pleinement le mal qu'on a causé. La deuxième, c'est de consacrer chaque jour qui suit à réparer ce mal, non pas avec des mots, mais par des actes. » Aujourd'hui, âgé de 73 ans, Roberto se réveille chaque matin avec un sentiment renouvelé de mission. Son humble garage est devenu un lieu de passage pour des visiteurs du monde entier. Ingénieurs, étudiants, professionnels, venus non seulement pour rencontrer un homme, mais pour être inspirés par un héritage. Elena l'observe souvent pendant qu'il enseigne, pensant à cet après-midi qui avait changé non seulement leur vie, mais aussi celle de centaines, voire de milliers de personnes à travers le monde. « Papy, lui demanda-t-elle un jour, tu as un jour imaginé que tout ça arriverait juste en acceptant son défi ?» Roberto sourit doucement, ses mains toujours en mouvement, calmes et précises. « Ma chérie, répondit-il, quand on vit avec intégrité, on n'a pas besoin de planifier une revanche. La vie se charge de placer chacun exactement là où il doit être. » L'histoire de Roberto Alvarez était bien plus qu'une victoire personnelle. Il n'avait pas détruit son adversaire. Il avait simplement construit quelque chose de si fort, de si vrai, que l'opinion de ceux qui s'étaient moqués de lui n'avait plus aucune importance. Par des décennies de détermination silencieuse, il avait transformé les préjugés invisibles en force positive. Il avait montré que la grandeur n'a rien à voir avec l'argent, l'âge ou l'apparence, mais tout à voir avec le caractère. Il avait prouvé qu'une seule personne, guidée par la dignité et la vérité, pouvait se lever contre l'injustice et changer le monde. Et si vous croyez que la dignité triomphe toujours de l'arrogance, que la sagesse surpasse les préjugés et qu'une seule âme déterminée peut faire la différence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce sont des histoires comme celle-ci qui nous rappellent qu'au bout du compte, la justice finit toujours par trouver son chemin.